Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie, le rendez-vous hebdomadaire qui décrypte les grandes questions économiques en RDC et dans le monde. Vous connaissez les rubriques. Taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principaux méthodes d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commencer un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ombago. Quelle est la parité aujourd'hui franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais, principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2282,8405 francs congolais. 1 euro équivaut à 2652,2452 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,0433 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 135,7458 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2302 francs congolais, 1 euro équivaut à 2319 francs congolais et 1 franc CFA égale à 3,3 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours de principales matières d'exportation. La tonne du cuivre a enregistré encore une baisse. Elle coûte 11 878,50 $ américains contre 12 677 $ américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a évolué. Il coûte 56 500 $ américains contre 56 000 $ américains la semaine dernière. L'once d'or est vendue à partir de 4 530,16 $ américains contre 4 847,23 $ américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 90,95 $ américains contre 97,07 $ américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao a encore enregistré une baisse. Elle est vendue à partir de 3 235 $ américains contre 3 349 $ américains il y a une semaine. Merci Béro Matanda. On vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La RDC a levé 1,25 milliard de dollars américains sur les marchés internationaux. Son premier eurobond, on va le dire comme ça, une opération qualifiée d'historique par certains, mais qui suscite beaucoup d'interrogations. Pour en parler, nous recevons un professeur en économie. Il est lobbyiste, expert en investissement. Professeur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour cher Eric Ambago et merci encore pour cette invitation. Merci, bienvenue à cette émission que les auditeurs suivent souvent et qui aiment bien vos analyses sur des sujets d'actualité économique. Merci, je les remercie aussi. Alors, on entre dans le vif du sujet, on parle d'eurobond. C'est quoi un eurobond? Merci beaucoup. En effet, l'actualité a été ces dernières semaines comblée par cette actualité qui est au fait une bonne nouvelle. Mais nous allons essayer d'y aller un peu méthodiquement ou je dirais pédagogiquement pour essayer de faire comprendre. D'abord, avant de parler de l'eurobond, bon, on dit eurobond si on est francophone ou on ajoute le D à la fin. Si on va vers l'anglais, donc on dit, en anglais on dit Eurobonds ou Eurobonds, Eurobond, donc ça reste des synonymes. Premièrement, nous devons comprendre un principe économique fondamental, c'est que il y a un principe qui dit c'est l'épargne qui crée l'investissement. C'est-à-dire que pour investir, il faut avoir épargné. Mais si l'épargne nationale n'est pas suffisante par rapport aux besoins d'investissement que nous avons, on peut recourir à ce que l'on appelle l'épargne étrangère. L'épargne étrangère, c'est l'épargne collectée par d'autres pays qui peuvent être accessibles à un pays tierce qui
on a besoin pour l'investissement. C'est à ce niveau-là qu'interviennent les marchés financiers, n'est-ce pas? Et dans la catégorie des marchés financiers, on a un marché financier qui nous intéresse ici, c'est celui qu'on appelle le marché de la dette. Certains appellent aussi le marché des taux. Dans le marché de la dette internationale, c'est que j'ai des besoins d'investissement, n'est-ce pas, au-delà de l'épargne que j'ai, alors je peux recourir au marché de la dette, je peux recourir au marché des taux, afin de mettre la main, n'est-ce pas, sur l'épargne d'autres pays. Et pour cela, les marchés financiers sont organisés de façon à, ils sont soit des marchés boursiers ou soit des marchés de gré à gré. Des marchés de gré à gré, ce sont ces marchés, comme on le sait, même dans les marchés publics, où deux entités, n'est-ce pas, peuvent se voir pour discuter. Et ici, dans les marchés financiers, lorsque vous avez besoin d'argent pour mettre la main sur l'épargne étrangère, vous allez faire une émission d'un titre de créance. Et cette émission de titre de créance, c'est ça, une obligation. Et il existe donc des instruments financiers internationaux, parmi lesquels le plus populaire, c'est le fameux Eurobond. Le fameux Eurobond, c'est quoi? C'est un titre de dette, n'est-ce pas, que peut émettre un pays. C'est une obligation souveraine, une obligation émise par un gouvernement pour solliciter de mettre la main à l'épargne d'un autre pays. C'est-à-dire que l'Eurobond est un instrument financier de type obligataire, donc une obligation, il faut qu'un pays émette un titre pour avoir accès à l'épargne d'un autre pays. Il émet comment? Permettez-moi ici, par cette question, de pouvoir expliquer les étapes. Il y a de manière générale 5 étapes. 5 étapes que doit suivre un pays pour pouvoir émettre un eurobond. Parce qu'avant que j'explique les 5 étapes, il faut savoir que l'émetteur d'un titre de dette doit trouver un acheteur. N'est-ce pas? C'est comme si... Donc, il faut trouver un acheteur. Mais pour cela, ça se fait par 5 étapes. La première étape, c'est la notation pays. C'est-à-dire, lorsque je prends l'exemple de l'État congolais, il a suivi en général 5 étapes. La première étape, c'est d'avoir une notation pays. Et cette notation pays, elle est délivrée par un organisme de notation tel que S&P ou Moody's, n'est-ce pas, qui donne la notation pays. Elle est importante. Pourquoi? Pour donner la capacité de remboursement. Parce que c'est là le nœud du problème. C'est-à-dire que ces notations, c'est-à-dire que la notation pays, elle passe par donner une note de crédit. Et cette note de crédit, elle va de AAA. AAA, ce sont les très bons élèves, donc pas de problème de remboursement. Au bas de l'échelle, il y a D. C'est appelé le default. C'est-à-dire que défaut de paiement. Donc, si tu es noté D, c'est-à-dire que vous là, il faut même pas oser vous donner de l'argent. Oui. N'est-ce pas? Donc, la notation, c'est le point de départ. De par la notation, il va être même défini le taux, n'est-ce pas, du financement que vous allez avoir. Ça, c'est la première des choses. Après avoir eu votre note d'un organe de notation internationale, deuxième des choses, la deuxième étape que le gouvernement a faite, c'est le choix d'une banque d'investissement internationale qui va porter le projet. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Vous n'allez pas négocier vous-même. Rappelez-vous, les banques d'investissement sont les conseillers des entreprises ou des États. Donc, c'est lui qui va servir, qui va porter votre dossier. La troisième étape, c'est ça qu'on appelle le roadshow. Le roadshow, c'est, la troisième étape avant le roadshow, c'est la mise en place d'un prospectus pays. Le prospectus, c'est un document juridique que fait le pays qui veut avoir l'argent, où il donne quelques éléments sur les indicateurs financiers, économiques, voilà, tous ces éléments-là, n'est-ce pas? Il donne aussi le montant qu'il recherche, le taux d'intérêt sollicité, c'est-à-dire que
le taux d'intérêt, il dit, je veux un taux d'intérêt de autant, je veux autant à un taux d'intérêt de autant, et la maturité aussi, donc ça signifie le délai de remboursement, tel délai de remboursement. Ça, c'est le prospectus pays, ça c'est un document maintenant qui va servir pour faire ce qu'on appelle la 4e étape, le roadshow. Le roadshow, rappelez-vous, que ici, dans l'eurobond, c'est un marché financier de type gré à gré. C'est-à-dire que l'émetteur, là, c'est partant du prospectus, n'est-ce pas, que le pays émet l'eurobond qui donne les différents détails. Et après, il y a ce qu'on appelle l'étape du roadshow, c'est-à-dire que c'est l'étape de négociation commerciale. Le gouvernement, soit lui-même, ou soit par un mandataire, n'est-ce pas, va rencontrer différents investisseurs, n'est-ce pas, de la plateforme Eurobond pour aller négocier, présenter le pays, présenter les différents avantages, mais surtout la capacité de remboursement. Et après le roadshow, il arrive la dernière étape qu'on appelle le pricing and closing. Le pricing and closing, c'est lorsque vous trouvez un investisseur intéressé, n'est-ce pas, à acheter vos eurobonds et vous fixez sur le montant qu'il peut donner, le prix, donc le montant, c'est-à-dire le prix qui donne le montant, le taux d'intérêt surtout, et puis la maturité, donc le délai de remboursement. Ce sont ces 5 étapes-là qui finalement vous amènent à clôturer l'émission d'un eurobond. Alors, est-ce que parmi les artisans, c'est le ministre des Finances, c'est le gouvernement qui a la manœuvre dans cette opération? Merci. Avant tout, je vais commencer par féliciter le gouvernement souminois parce que on parle ici d'une obligation souveraine, n'est-ce pas? Et lorsqu'on dit une obligation souveraine, ça signifie qu'une obligation qui est émise, un titre de dette qui est émis par un État. Et lorsqu'on dit un État, donc nous voyons le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement souminois. Mais naturellement, le ministre sectoriel chargé de finances, c'est lui qui est à la cheville ouvrière. Donc, nous devons remercier aussi, dans ce cas, le ministre Doudou Fwanga. Alors, comment est-ce que la RDC a réussi à lever ces 1,25 milliard de dollars? Quelles sont les conditions qui ont permis à la RDC? Vous avez expliqué les notations, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui a permis à la RDC de réussir à lever 1,25 milliard de dollars? Merci. D'abord, il faut retenir que l'eurobond est un instrument financier à la portée des pays africains. Il est à la portée des pays africains. Il porte le nom de euro parce que c'est avant tout, c'était d'abord dans l'histoire des investisseurs. Ces investisseurs étaient avant tout européens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on lève dans la zone euro, n'est-ce pas? C'est d'où le terme eurobond. C'est-à-dire que le bond, il prend le terme de type de obligation parce que le eurobond, on dit aussi euro-obligation. C'est-à-dire qu'on dit eurobond ou euro-obligation. C'est-à-dire que ce sont des obligations qui sont au fait levées ou dans l'espace euro. Mais ça, c'était à l'origine. À l'heure actuelle, les investisseurs viennent de partout. Alors, pour revenir à cette question, c'est de dire le point de départ. J'ai voulu donner la procédure pour dire que le point de départ, c'est la notation. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour vous donner de l'argent, tout dépend de la notation. La notation donne l'information sur votre capacité de remboursement. Et maintenant, comment fonctionne une entreprise de notation? Une entreprise de notation se base sur un ensemble d'indicateurs. C'est-à-dire que il y a des indicateurs qui permettent de donner une idée. C'est comme chez les privés ou chez les particuliers. Tu viens pour que je te donne de l'argent, je vais analyser qu'est-ce que tu as, quelle est ta capacité de remboursement. C'est la même chose. Le premier indicateur qui est le principal, c'est le ratio dette publique sur PIB. C'est-à-dire que le PIB étant le cumul de la richesse d'un pays, l'entreprise, l'agence de notation commence par voir cet indicateur principal. C'est-à-dire que le poids de la dette publique sur votre capacité à créer des richesses. Vous voyez? Alors, actuellement, le poids de la dette publique
en 2025 était de l'ordre de 9 milliards, n'est-ce pas? Et pour un PIB évalué à 92 milliards, 92 milliards environ. C'est-à-dire que 92 milliards de dollars, oui, qui est le PIB de la République démocratique du Congo en 2025. Et lorsque vous voyez ce ratio, il est, on l'évaluait à autour de 19%, 19% du PIB. Donc, on est sous-endetté. Non. Là, il faut bien comprendre. Parce que il faudrait connaître les zones d'alerte, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on a une zone d'alerte? Et quelle est la moyenne africaine? Nous sommes à moins de 20%, n'est-ce pas? Le ratio dette publique sur PIB, nous sommes à légèrement moins de 20%. Pendant que la moyenne africaine, elle est autour de 60%. N'est-ce pas? Des pays comme le Congo-Brazzaville, le Kenya et tout, ils sont autour de 60%. N'est-ce pas? Pour dire que par rapport à cela, la République démocratique du Congo est un bon élève. Donc, le poids de la dette ne ronge pas beaucoup, n'est-ce pas, les richesses que nous produisons. Ça, c'était un bon indicateur pour la République démocratique du Congo. Un deuxième indicateur important, c'est le ratio service de la dette sur recette fiscale. C'est-à-dire que lorsque vous prenez de l'argent, il va y avoir ce qu'on appelle le service de la dette. Le service de la dette, c'est le remboursement périodique des intérêts et du principal. Or, on sait qu'un État, lorsque c'est une obligation souveraine, donc c'est un État, et l'État récolte la plupart de ses ressources à travers les impôts et les taxes, n'est-ce pas? Alors, cet indicateur-là analyse quel est le poids du remboursement, n'est-ce pas, sur les recettes fiscales. De quelle manière le remboursement va arranger les recettes fiscales? L'alerte dans ce cas, c'est si vous êtes à plus de 50%. Ça signifie que les recettes que vous avez, vous devez consacrer plus de 50% à payer une dette. Là, vous êtes au rouge. Mais pour la République démocratique du Congo, les statistiques publiées par la Banque mondiale démontrent que entre 2015 et 2023, le poids de la dette publique sur les recettes fiscales ont été légèrement moins de 10%. Ça signifie que c'était encore bon, donc la République démocratique du Congo peut, n'est-ce pas, encore s'endetter, n'est-ce pas, pour pouvoir, et il pourra toujours payer. Plus vous tendez vers les 50%, plus vous devenez des mauvais élèves. Mais à ce jour, la République démocratique du Congo démontrait qu'elle pouvait encore. Voici un peu deux indicateurs. Il y a des réformes aussi qui ont été implémentées qui ont permis de rendre le pays plus crédible. Absolument. C'est-à-dire que je disais que c'est une batterie, n'est-ce pas, d'éléments qui sont présentés. Les réformes et tout ça, ça entre dans le cadre de la gouvernance. Vous vous rappellerez aussi que nous nous retrouvons à la 6e revue, n'est-ce pas, avec le FMI. Et dans le cadre ici, lorsque vous arrivez à passer une revue avec le FMI, il y a aussi, c'est une bonne cote. Parce que si le FMI peut vous faire confiance, n'est-ce pas, que vous êtes de bons élèves, c'est que vous l'êtes. Et ça, c'est particulièrement sur, n'est-ce pas, les mesures budgétaires. Ça signifie que une bonne gestion budgétaire, plus ou moins, qui a été appréciée par le FMI et qui entre dans le crédit du gouvernement congolais, donc du gouvernement souverain. Mais on peut dire que cette crédibilité vient principalement aussi de ce programme que l'RDC est en train de conduire avec le Fonds monétaire international. Oui, c'est une batterie. Je dirais, le Fonds monétaire international, oui, ça c'est sur l'orthodoxie, n'est-ce pas, budgétaire, parce que, comme je le disais, si le FMI n'est pas d'accord avec votre manière de pouvoir piloter votre budget, et vous ne conclurez pas une revue avec, n'est-ce pas, vous ne passerez pas à une prochaine étape. Si on a réussi à passer à une prochaine étape, ça signifie que le FMI a dit que nous sommes des bons élèves. Et lorsqu'on est des bons élèves comme ça, c'est du crédit à notre part pour des investisseurs, par exemple, en termes de rebond. Mais aussi autre chose.
Au-delà de ces différents indicateurs, il y a aussi les entreprises de notation ont un autre paramètre qu'ils appellent les perspectives, n'est-ce pas? Ils analysent aussi les perspectives. Le pays est passé d'une perspective dite stable à une perspective dite positive, et cela tiré par le développement minier. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'il y a aussi le programme, le contrat. Donc, c'est un programme, c'est un contrat, c'est un partenariat stratégique avec les États-Unis qui a aussi joué en notre faveur. Lorsqu'on dit que les perspectives sont stables, ça signifie que vous stagnez plus ou moins. C'est-à-dire que la courbe reste constante. Parce qu'on est à négatif, stable ou positif en termes de perspective. Négatif, ça signifie que la courbe est décroissante. N'est-ce pas? Stable, ça signifie que la courbe reste constante. Constante, stagnante. N'est-ce pas? Positif, ça signifie que vous avez une tendance haussière. N'est-ce pas? Et cette tendance haussière, elle est tirée par le secteur minier, mais aussi par tout le programme de partenariat stratégique États-Unis-RDC. Mais retenez aussi que le FMI établit aussi une hausse de l'ordre de 30% sur le PIB congolais. C'est-à-dire que la planification, la projection du PIB de la RDC pour 2026, elle est établie par le FMI à 123 milliards de dollars, soit une augmentation de 32%, ce qui est positif pour la RDC. Donc c'est l'image l'image de la RDC sur le plan économique a évolué, d'abord avec ce programme avec le FMI et ce partenariat stratégique avec les États-Unis. Exactement, c'est-à-dire que c'est la diplomatie économique, ça entre dans le cadre de la diplomatie économique, être en relation avec le FMI, être bon élève du FMI, être en contrat avec les Américains qui démontrent qu'il y a des belles perspectives, n'est-ce pas, de développement, et ça, tout cela a joué en plus des indicateurs que j'ai présentés ici. Ça signifie que le faible poids de la dette publique, n'est-ce pas, sur le PIB, ou encore le faible poids du service de la dette sur les recettes fiscales, tout cela a joué en notre faveur. Alors, qui sont les investisseurs qui prêtent à la RDC dans cette opération? Merci beaucoup. J'ai dit d'entrée de jeu que le principe que connaissent les économistes, l'épargne crée l'investissement. Et lorsque l'épargne nationale n'est pas suffisante, n'est-ce pas, on recourt à l'épargne étrangère. Et la question maintenant, c'est que qui sont les grands contributeurs de l'épargne? Qui sont les grands artisans? Eh bien, pour la plupart, ce sont des investisseurs institutionnels. Et en première ligne, on a les fonds de pension. C'est-à-dire, les fonds de pension sont les plus grands investisseurs du monde. Rappelez-vous que les fonds de pension dans un pays comme la SNCS, la SNSAP. Oui, la SNCS, la SNSAP. Donc, lorsqu'on aura fini toutes les réformes, n'est-ce pas, et que les choses vont se passer comme il faut, retenez que les fonds de pension dans les pays développés, ils ont beaucoup plus d'argent que les États. Donc, ce sont les fonds de pension qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent où mettre cet argent. Donc, on a les fonds de pension, on a les assurances, on a les banques. Voici ce qui sont ces différents investisseurs qui achètent nos différents les eurobonds donc émis. Et notre eurobond, pour la petite histoire, s'appelle Mbote, qui est le nom que le gouvernement souminois a donné à l'eurobond émis. Ce sont les Américains qui ont le plus prêté à la RDC. Non, non, ce n'est pas des sociétés américaines ou des structures américaines. Non, on ne peut pas le dire ainsi. On ne peut pas le dire ainsi. Je disais que par définition, l'eurobond, les investisseurs sont avant tout européens, mais de nos jours, ils ne sont pas que européens. Et généralement, c'est une syndication. C'est-à-dire que c'est un eurobond émis comme ça n'est pas nécessairement acheté par un seul investisseur. Il peut se placer en syndication, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous remarquez même que cet eurobond qui fait les 1,25 milliards sont plutôt en deux tranches, n'est-ce pas? Une tranche de 600 millions et une autre tranche, n'est-ce pas, de 650 millions. Pourquoi cela? Eh bien, parce que généralement, ce sont les investisseurs qui se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour constituer un montant. Alors, la RDC a emprunté à un taux de 8,5%. Comment vous l'expliquez? Comment on peut interpréter ça? Merci beaucoup.
vous savez, l'analyse, l'analyse, qu'elle soit économique ou qu'elle soit financière. Pas prohibitif, ce taux. Non, c'est exactement ce point que je veux toucher. Je disais que l'analyse, que ce soit en économie ou en finance, devrait se faire de façon comparative, n'est-ce pas, pour savoir si on est dans le bon ou si on est dans le mauvais. Mais avant même d'aller dans une analyse comparative, il faut analyser, n'est-ce pas, le produit financier. Dans le marché de la dette, tel produit se négocie à quel taux? Vous voyez un peu? Or, si vous allez, même si vous tapez sur Internet, taux eurobond africain, on va vous dire que ça se négocie autour de 8%. Donc, c'est-à-dire que déjà, lorsque vous allez vers un produit financier, vous devez savoir à quoi vous attendre. Il y a une discrimination dans ce cas-là. Disons que les Européens, les Européens, les Américains, c'est un peu plus bas. C'est une bonne question. Permettez-moi parce que sur la toile, j'ai beaucoup vu cette question du taux. Donc, il est quand même bon de pouvoir balayer cela. Et je reviendrai vers cette deuxième question intéressante que vous avez posée. Je disais que l'eurobond se négocie autour de 8%. Et les pays africains qui ont l'habitude de pouvoir lever, tels que le Kenya et même le Congo-Brazzaville, ils ont pu lever les fonds, donc émettre leur eurobond à environ 10%. Et nous sommes légèrement à moins de 10%. Ça veut dire quand même que nous devons remercier le gouvernement souminois à travers le ministère des Finances qu'il a quand même bien négocié, mieux que certains pays qui ont l'habitude. Mais je disais bien que lorsque vous allez vers un instrument financier, sachez que c'est un instrument qui se négocie à telle tranche. Maintenant, vous avez posé une seconde question intéressante. Eh bien, pourquoi les Européens ou les Américains nous offrent leur eurobond plus ou moins cher, 8%? Eh bien, un financier, un investisseur a à chaque fois une question d'analyse de risque, n'est-ce pas? C'est une question d'analyse de risque. Ça signifie que la République démocratique du Congo, vu qu'elle entre, n'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, de se faire accepter dans ce marché international. Et de deux, c'est de savoir qu'au-delà des instruments tels que les eurobonds, il n'y a pas que les eurobonds. Lorsqu'on entre dans le marché financier international, il y a d'autres types d'instruments financiers, n'est-ce pas, qui peuvent vous permettre de gagner et d'avoir de l'argent. Pourquoi on a besoin de cet argent? C'est pour financer des projets d'infrastructure, n'est-ce pas? Maintenant, la question du risque. Le financier, l'investisseur, a les yeux sur le remboursement. Maintenant, le remboursement, ce n'est pas toi simplement qui viens et qui raconte toute ta vie. Non, c'est à chaque fois les indicateurs. À ce niveau ici, je m'en vais donner une recommandation, un conseil, n'est-ce pas, au gouvernement, étant donné que il y a lieu qu'il puisse poursuivre sur cet élan. Il y a un ratio, un indicateur qui est très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi je m'en vais? J'aimerais bien vraiment que les auditeurs me comprennent. Je voulais dire que c'est le risque qui fixe le taux. Vous comprenez? Plus vous êtes risqué, vous êtes un pays à risque, plus le taux va vers la hausse. Plus vous allez vous démontrer que vous êtes moins risqué, et le risque, c'est le risque de remboursement. Parce que celui qui donne son argent, sa préoccupation, c'est est-ce que je vais le récupérer? Donc, la République démocratique du Congo doit mettre en place un ensemble de mesures, à la fois des mesures financières et des mesures non financières, pour convaincre, n'est-ce pas, les investisseurs. Et je répète que c'est un milieu très structuré. Convaincre les investisseurs veut dire améliorer sa note de crédit. Ça signifie améliorer sa notation. Vous voyez? Alors, un élément à améliorer pour améliorer notre note de crédit par les agences de notation, c'est le ratio actif-passif. C'est-à-dire, le ratio actif-passif veut dire quel est votre patrimoine, n'est-ce pas? Parce que c'est comme pour le privé
lorsque vous allez prendre de la banque, l'argent à la banque, on veut connaître quel est votre patrimoine. Oui. Le ratio entre actif-passif, ça signifie le ratio entre votre patrimoine et les engagements que vous prenez. On souhaite à ce que le ratio soit supérieur à 1. Le ratio supérieur à 1, ça signifie que le poids des actifs est supérieur au poids des engagements. Or, en République... Une sorte de garantie, quoi. Oui, ça montre que vous pesez, ça veut dire que vous allez payer. Vous voyez? Alors, plus vous allez vers 1, vers 2, vers 3, vers 4, ça signifie que le poids, n'est-ce pas, de la dette, vous allez rembourser. Vous êtes solvable. Vous voyez? Alors, ici, il y a une astuce ou vraiment une recommandation vivement pour le gouvernement. C'est que, de nos jours, les actifs qui sont présentés par le gouvernement, c'est la catégorie des actifs qu'on appelle en comptabilité des actifs circulants. Ça signifie les recettes. Donc, c'est le budget de l'État, n'est-ce pas? Le budget de l'État, notre capacité à pouvoir collecter, par exemple, actuellement, nous sommes autour de 15 milliards, qui fait plus ou moins, n'est-ce pas, notre patrimoine. Et en ce moment-là, on évalue le poids de la dette par rapport au budget de l'État. Or, lorsqu'on parle d'actifs, lorsqu'on parle de patrimoine, on ne peut pas que voir les actifs circulants. Nous avons, par exemple, les actifs miniers. La République démocratique du Congo pèse 24 000 milliards en sous-sol. Mais pourquoi les actifs miniers ne sont pas des actifs financiers qui peuvent être mis dans la balance? C'est simplement parce que nos actifs miniers ne sont pas certifiés. Ça signifie que dans ce mécanisme où nous encourageons le pays à encore aller solliciter de l'argent à l'international, il faut augmenter sa notation. Pour augmenter sa notation, voici un ratio. Ça signifie que il faut certifier, par exemple, on se donne un défi, par exemple, de dire certifions 100 milliards, n'est-ce pas, d'actifs miniers. En ce moment-là, les 100 milliards vont venir s'ajouter, n'est-ce pas, aux 15 milliards d'actifs circulants, donc liés aux recettes de notre budget de l'État. On peut lever plus. Mais oui, parce que le ratio, regardez, le ratio va devenir de 4, de 5, de 6. Vous voyez un peu. C'est pourquoi? Parce que les actifs, le patrimoine, nous devons démontrer que nous avons un patrimoine. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à notre portée parce que nous sommes un pays qui peut emprunter à la hauteur de ses actifs. Et nos actifs miniers sont de 24 000 milliards de dollars. Alors, et les Congolais doivent savoir que c'est ça la limite de la République démocratique du Congo. Alors professeur, pour ces 1,25 milliards, il y a des projets prioritaires qui ont été arrêtés. On a parlé notamment du barrage de Katende, on a parlé de la RN4, je crois, Kisangani-Beni, on a parlé de l'amélioration, rénovation de l'aéroport de Djili, construction des rocades, tout ça. C'est bien, avec ces 1,25 milliards, on pourra créer de la richesse et être capable de rembourser avec ces projets. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est intéressant comme question. Je vais répondre à deux niveaux. La première des choses, le premier niveau de la réponse, elle est liée à votre question précédente sur les risques. C'est-à-dire que nous encourageons la République démocratique du Congo à faire le maximum d'études possibles par rapport aux projets qui existent. Parce que ce qui augmente encore le risque, c'est le fait de présenter des projets qui n'ont pas des études. Vous voyez un peu? Un projet qui n'a pas d'études constitue un projet à risque. Parce que ce sont les études qui permettent pour un investisseur, après étude, de voir si il est risqué ou pas. S'il n'y a pas d'études, par définition, un projet est à risque. Ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau, c'est que, et ça, je l'entends chez Madame Souminois et chez les différents ministres, c'est d'aller vers les projets structurants. Pourquoi? Parce que il y a un aspect très important en économie. C'est un autre ratio important, c'est le ratio taux d'intérêt, donc l'évaluation du taux d'intérêt par rapport au taux de croissance. C'est-à-dire que lorsque vous prenez de l'argent, votre solvabilité, votre capacité à long terme est évaluée aussi entre
la comparaison qui est faite entre le taux d'intérêt, n'est-ce pas, du financement et votre taux de croissance. Si nous sommes à un taux de croissance de l'ordre de 6% plus ou moins actuellement, et que l'argent que nous avons pris est à un taux de 8%, il faut savoir que cela, on suppose que le crédit va ranger plus ou moins, n'est-ce pas, notre taux de notre croissance, donc notre richesse. Ce qu'il faut, c'est que l'argent que le gouvernement prend soit mis dans des projets structurants. Dans les projets structurants, nous voyons par là les infrastructures, l'énergie, l'industrialisation, l'agriculture, les services. Les projets structurants, par définition, ce sont des projets qui ont un effet multiplicateur. Professeur, moi on va plus concret. Moi j'ai vu tout ce qu'on a cité comme projet. Pourquoi n'avait-on pas, par exemple, levé les fonds pour certifier uniquement les réserves minières, par exemple? Ça nous rapporterait beaucoup plus d'argent. Je pense. Au lieu de multiplier, par exemple, infrastructures, etc., on ne connaît pas le taux de rentabilité, mais certifier, par exemple, les minerais, les sites, etc., certifier, ça permettrait de lever des fonds plus que ça sur le plan international. Disons que tout cela doit entrer dans une dynamique. Mais pour rester sur ce point-là, c'est à ce niveau-là que moi je salue l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC. Dans l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC, il est établi la mise en place d'une réserve d'actifs stratégiques. Et la réserve d'actifs stratégiques, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Constituer une réserve, partant des réserves minières, les certifier, n'est-ce pas, pour passer des actifs miniers à des actifs, n'est-ce pas, financiers qui seront en ce moment-là tradables. Vous voyez, c'est là où cet accord de partenariat est intéressant pour nous, parce que nous devons exactement aller vers la certification de nos réserves minières pour en faire des actifs miniers afin de lever davantage de l'argent. Mais ça, c'est une première des choses. Mais une deuxième des choses, la problématique que j'étais en train de discuter là, elle est très importante. C'est-à-dire que il est important que pendant que nous prenons de l'argent aujourd'hui, que nous puissions le mettre dans des projets structurants qui vont faire passer le taux de croissance à un taux de croissance à 2 chiffres, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est important qu'à long terme, que le taux d'intérêt ne puisse pas ronger au maximum, n'est-ce pas, notre PIB. Il faut que le poids de la dette soit réduit par l'augmentation, n'est-ce pas, du PIB. Et pour cela, il est important que le choix de là où on met cet argent soit fait de façon rationnelle, à ce que dans les 5-10 ans, on passe réellement, n'est-ce pas, à un taux de croissance à 2 chiffres, afin de minimiser, n'est-ce pas, le poids de la dette sur le revenu national, donc sur le PIB. Alors, et ça, c'est très important. Alors, professeur, on va rapidement parce que on doit vite passer à d'autres rubriques. Je vais vous poser des questions vraiment courtes sur les risques et des réponses vraiment courtes. Je souhaiterais. Alors, professeur, premier risque, c'est piège de la dette, surendettement avec ça. On en sort comment? Comment on évite ça? Eh bien, ce piège de la dette, la question fondamentale, c'est la gouvernance. N'est-ce pas? La gouvernance, c'est-à-dire, il est important que l'argent aille là où ça doit aller. Et moi, je suis content de l'existence du parquet financier, signifie qu'il faut faire en sorte que l'argent aille là où il doit aller, et ça signifie vers les projets structurants qui vont permettre de faire passer la croissance du pays de 1 chiffre à 2 chiffres. Deuxième risque, taux de change, on lève en dollars, mais les recettes sont collectées en francs congolais. Si il y a un problème de dépréciation du franc congolais, la dette explose. Eh bien, cela ne serait que encourager. On peut lutter, on doit lutter par, n'est-ce pas, particulièrement la lutte contre l'inflation, le renforcement du poids du franc congolais. Et par rapport à cela, c'est, n'est-ce pas, par la production interne. Il est important que l'argent qu'on lève facilite la diversification de l'économie,
non seulement la diversification de l'économie, mais deuxièmement, et c'est que les investisseurs craignent, minimise le poids de choc exogène sur notre économie parce que nous importons, les importations sont à 95%, n'est-ce pas, de minerais et sans transformation locale. Ça signifie que la transformation locale, la diversification de l'économie, n'est-ce pas, particulièrement par l'agriculture, permet de renforcer notre économie et le poids du franc congolais, ce qui va lutter, n'est-ce pas, contre la crise de change. Il y a l'emprunt coûteux, 8,5% de taux d'intérêt. Donc, la RDC va rembourser plus que 1,25 milliard de dollars. C'est à ce niveau-là que moi, c'est normal. C'est normal. Mais la question est que il faut qu'une analyse de rentabilité se fasse à chaque fois pour que le gain à long terme, n'est-ce pas, dépasse, n'est-ce pas, le remboursement. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi les économistes y réduisent en disant que si nous allons vers un taux d'intérêt à 2 chiffres, nous savons que le pays va générer beaucoup plus de richesses que ce qu'elle doit rembourser et nous allons gagner. Donc, c'est dans les projets structurants que cet argent doit aller. Il y a la pression budgétaire aussi. Le remboursement de cette dette va peser sur le budget, n'est-ce pas? Tout dépend de ce que l'on fait de ce budget. Si nous avons un budget de consommation, là, c'est un réel problème. Mais le budget, lorsqu'on commence à lever des fonds, nous devons aller vers un budget d'investissement. Parce que c'est partant de l'investissement, n'est-ce pas, que l'on trouve les moyens de rembourser. Et cela m'amène rapidement à parler de 2 concepts. La bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette est cette dette qui est remboursée par l'activité pour laquelle la dette a été contractée. La mauvaise dette, c'est cette dette pour laquelle on doit chercher de l'argent ailleurs pour payer la dette. Donc, contractons des bonnes dettes et ça ne sera pas un problème. Il y a aussi risque de gouvernance. C'est pourquoi je parle de la nécessité de renforcer l'IGF, la nécessité de l'APLC, donc la lutte contre la corruption, et le parquet financier. Donc c'est la question de la gouvernance qui est très importante à ce niveau. Alors, professeur, on va rapidement passer à d'autres rubriques, notamment tout le bandana dans la lingala. L'État Congo a défi sous son bongo 1,25 milliard de dollars. Tout savez que le dette n'a besoin de tout éponge qui va dette de face à qui dette ya kalawana lelo RDC a kotisu nyongo wana pona nini pe kosala nini. Merci mingi. Nakobana na koloba ke mutu nyonso ayebi ke nyongo eza mabete. Nyongo eza eloko nini kosala nango. So koti nyongo po mombongo na yo ekoma munene eza nyongo malamu. Mais so koti nyongo po yo zalaka sapeur, n'est-ce pas? Olata bien simanango kelela façon ya kozongisa mbongo wana yango nde mabe. Nyongo ekolisaka mombongo. Na sens wana nde to féliciter gouvernement na Eurobond. Eurobond eza nini? Eurobond ezali mukanda ya kozwa nyongo na zando ya banyongo o ya bapaya ya poto. Eza na zando munene esika badefisaka mbongo. N'est-ce pas? Na zando wana mbongo wana soko lingozwa, il faut oza na mukanda moko babengi Eurobond. Okei kuna po oluka mbongo. Po oluka mbongo oko expliquer po na nini oza na besoin mbongo wana. RDC a expliqué que alingi achana lotiliki ezate, zela eza kokufa, eza kokwesa, n'est-ce pas, kita. Alingia matisa kita, yango, ba mindele pe, ba sepeli. Mindele batalaki, batali, n'est-ce pas, évolution et économie en boka. Eza bien. Budget, bazako gérer budget bien. Donc, wana, ekei na actif ya gouvernement souminwa, baba kele ba fleur yango ba pesi mbongo wana. Mais kasi mbongo wana, esengelinde, ekende kaka na esika oyo, il faut, ekende po esunga mboka. Po soki mbongo wana eke esika mususu, nde esika ke ekokoma nyongo pona bao bakoya sima yango ne mabe. Mais sinon, en général, Eurobond oyo, eza nyongo tozui po tokolisa nkita ya Congo, eza eloko ako féliciter na gouvernement somino. Esengeli basa elango malamu, faut soki balobi bako mbongo yango bako tonga banzela, bako sala ba barrage, bongo na bongo. Est-ce que mbongo penza ekozonga mbango pe pote tozo na problème te? Yango biso to sepeli na likambo yo mokonzi ya mboka na gouvernement na basali likambo parquet financier. Nazako yoka kikozala na ba chambre na ba climatiseur pona ba miyibi ya mbongo oyo bakoyiba mbongo bakokende na ba prison wana. Yango ne kosala malamu. C'est-à-dire que mbongo il faut esala musala. Po soki mbongo esali musala te,
yango tokokoma lisusu endetté makasi ekozala malamu te. Kasi toza kosepela que gouvernement akokende na sens wana mpona intérêt ya mboka. Kongo azana tokoza makoki ya kozongisa mbongo to defi wana. Soki tosaleli yango penza na oyo balobi ekosala tokozongisa. Mais soki mbongo wana bamisusu bayibi to basaleli yango na makambo susu wana nde tokomi na likama. Eza donc na responsabilité ya gouvernement. Mais au moins eza makambo ezosalema sur 5 ans, sur 10 ans. Donc eza likambo te ya ka bato baza sikoyo. Mais eza pe bato bakozala en 5 ans, bato bakozala en 10 ans, baza pe na responsabilité, n'est-ce pas, par rapport à wana. Donc elingi koloba ke eza ko indexé gouvernement oyo te, mais koloba kaka ke politicien to linga mboka, n'est-ce pas, na oya koya dans 5 ans, dans 10 ans, asala makambo na intérêt à bana mboka. Voilà donc le résumé en lingala. Professeur, nous allons à présent suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Cette semaine, les marchés ne connaissent pas de hausse généralisée des prix des denrées alimentaires de base. Dans l'ensemble, les coûts restent similaires à ceux observés la semaine précédente, malgré quelques variations ponctuelles. Le sucre, par exemple, conserve ses prix habituels. Le sachet de 5 kg se situe toujours entre 14 500 et 15 000 francs congolais, tandis que la mesurette est vendue à 1000 francs. Du côté des produits frais, la tendance est également à la stabilité. Le poisson chat appelé ngolo s'achète à 10 000 francs le kilo, la viande de bœuf à 22 000 francs le kilo et les chinchards ou piodi aussi entre 7 000 et 8 000 francs congolais le kilo. C'est selon leur taille. Toutefois, le prix du carton des chinchards affiche une hausse notable atteignant environ 85 $ américains contre 59 à 68 $ américains auparavant. Les poissons malois et malangwa restent fixés à 10 000 francs le kilo. La queue des bœufs ou mukila yangombe se maintient également à 18 000 francs congolais le kilo. Les produits de consommation courante comme le pain et les bananes plantains n'enregistrent aucun changement. Le pain se vend entre 500 et 1000 francs congolais selon le format, tandis que le tas des bananes plantains varie toujours entre 3 000 et 10 000 francs congolais. Pour les céréales, les prix demeurent stables. La mesurette de riz ou sakombi se négocie autour de 1300 francs congolais et le sac entre 48 et 60 000 francs congolais. La semoule suit la même tendance avec une mesurette entre 2500 et 4000 francs congolais et un sac entre 38 et 51 000 francs congolais. Une baisse est néanmoins observée sur les haricots au marché Ziguida où le sac est désormais vendu entre 140 et 180 $ américains contre 200 à 250 $ américains précédemment. La mesurette ou copo se situe entre 2800 et 3000 francs congolais. Concernant la volaille, les prix sont en hausse. Le carton de poulet emballé atteint 60 $ américains contre 40 à 45 $ américains auparavant, tandis que les poulets non emballés passent à 30 $ américains. Les cuisses de poulet en revanche restent stables à 7 000 francs congolais le kilo. La viande de porc n'enregistre pas de changement. Les côtes se vendent entre 12 000 et 16 000 francs congolais. A l'inverse, les tripes connaissent une augmentation, oscillant désormais entre 10 000 et 12 000 francs congolais le kilo. Du côté des huiles, le bidon de 5 litres d'huile de palme reste fixé à 22 000 francs congolais. L'huile végétale, en revanche, connaît une légère hausse, se situant entre 27 et 28 000 francs congolais. Les poissons salés affichent aussi une progression des prix, avec un carton estimé à environ 200 000 francs congolais, près de 90 $ américains, et un kilo entre 29 et 30 000 francs congolais. Au marché Apollo, plusieurs produits sont en augmentation. Le tas de poissons fumés appelé Nzombo passe de 35 à 50 000 francs congolais. Les chenilles voient leur mesurette grimper à 15 000 francs congolais, tandis que les frétins atteignent 12 000 francs congolais. La viande boucanée enregistre également une forte hausse, atteignant 150 000 francs congolais. En revanche, les cocettes de manioc restent stables sur les marchés de Mutindi et Matadi-Kibala, avec un sac variant entre 145 000 francs et 250 000 francs congolais. Les légumes conservent leur prix habituel. Les feuilles de manioc se vendent entre 3 000 et 5 000 francs congolais la botte, les amarantes entre 1 000 et 2 000 francs congolais et les feuilles de patates douces entre 1 500 et 2 000 francs congolais. Le gombo et le zèle restent également accessibles. Même constat pour les fruits, dont les prix n'ont pas évolué de manière significative. La pastèque, la papaye et l'ananas continuent de se vendre dans les mêmes fourchettes que précédemment.
Les prix varient entre 3 000 et 20 000 francs congolais. Les œufs demeurent stables à environ 15 000 francs congolais le plateau sur le marché et jusqu'à 18 000 francs congolais dans les supermarchés. Enfin, la chikwanga plibateki conserve ses prix variant entre 1 000 et 2 000 francs congolais selon la taille. Eric, malgré quelques hausses ciblées, notamment sur les produits importés ou transformés, les marchés affichent une stabilité générale des prix des denrées de première nécessité cette semaine. Merci Birou Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec les différentes rubriques. Professeur, aujourd'hui on parle souvent du panier de la ménagère, stabilité sur le prix, mais surchauffe, les gens ont du mal à nouer les deux bouts du mois. Ben moi, je vais lier cela par rapport à notre sujet des eurobonds. Nous avons dit ici que s'il y a un projet, s'il y a des projets dans lesquels il faut mettre l'argent, la reconstitution du tissu industriel, l'agriculture. Moi, j'ai toujours dit que pour résoudre le problème du panier de la ménagère, il faut que plus de 50% de ce qui entrent dans le panier de la ménagère soient produits en République démocratique du Congo. Voici un secteur où on peut utiliser, n'est-ce pas, ces eurobonds, et je sais que le gouvernement va dans ce sens-là. Un opérateur, un hectare, on en est où aujourd'hui? Bien, j'ai un opérateur, un hectare, un opérateur, un étudiant. Nous restons encore à la porte du ministre de l'Agriculture. Il a promis de nous recevoir parce qu'il a beaucoup apprécié notre projet tel que nous avons vu ici à la radio Top Congo lorsque vous l'avez invité à l'émission Jeudi Économie. Nous sommes là avec notre projet et les étudiants. Nous avons déjà mobilisé plus de 5000 étudiants qui attendent l'appui du gouvernement. Plus de circulation du cash en dollars en 2027. L'annonce, décision de la Banque centrale ou du gouverneur de la Banque centrale ou de la Banque centrale du comité de politique monétaire. C'est judicieux cette mesure? Disons, j'apprécie beaucoup le gouverneur Ouamesso. Je le sens très volontaire, très volontariste, n'est-ce pas? Mais bon, voyons comment le marché va réagir. Ça dépend du marché. Vous pouvez prendre une décision, mais tout dépend de comment les choses vont se passer. Parce que nous avons une économie fortement dollarisée et nous avons une forte thésaurisation de l'ordre de plus de 10 milliards de dollars, n'est-ce pas? La thésaurisation de l'ordre de plus de 10 milliards de dollars, donc qui échappe au circuit bancaire de main en main. C'est comme ça que je dis. S'il le dit, je suppose qu'il sait comment il va faire, comment il va le faire pour gérer cette part qui échappe au circuit bancaire. Je suis vraiment observateur et je crois qu'il a certainement plusieurs tours dans sa poche. Nous sommes observateurs. Dernière question, professeur, toujours pour conclure ce sujet. Eurobond, opportunité ou risque pour la RDC? Eurobond, opportunité tant que nous restons dans la vision du chef de l'État, celle de diversifier l'économie, n'est-ce pas, d'offrir de nouveaux débouchés, d'amener la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, à une croissance à 2 chiffres. C'est le gage de la réussite, n'est-ce pas, de l'emprunt étranger, des emprunts obligataires. Si cela sert à la consommation, eh bien là, c'est un risque. Alors, professeur, on avait oublié une question. C'est aujourd'hui, on a levé sur le plan international et sur le plan local, les emprunts obligataires, on va les oublier. C'est fini. Non. Nous parlions, j'ai commencé par le principe, l'épargne crée l'investissement. Je vous disais ici qu'il y a plus de 10 milliards de dollars qui échappent au secteur bancaire. Voilà pourquoi moi, je suis un partisan du développement des marchés financiers locaux. Et pour cela, je suis content du gouvernement soubinois pour la loi qu'ils ont déposée. Il est important de donner aux épargnants, n'est-ce pas, le choix. Il y a des gens qui n'ont pas encore un intérêt au secteur bancaire parce que les 3, 4, 5%, n'est-ce pas, de rémunération d'un DAT, d'un dépôt à terme ne les intéresse pas. Il est important de diversifier le portefeuille d'épargne pour pouvoir attirer ceux qui n'ont pas encore confiance au secteur bancaire. C'est dans ce sens-là qu'on va ranger dans les 10 milliards qui échappent au secteur pour constituer, augmenter l'enveloppe de l'épargne nationale
sur lesquels, n'est-ce pas, le pays peut encore bénéficier au-delà des efforts à l'international. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Patrick Onoya. Professeur, merci d'avoir répondu aux questions Jeudi Économie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Patrick Mugongo qui a permis à ce que nous puissions arriver chez vous via YouTube et Facebook. Merci à Jacques Zinga qui était au niveau du sonore. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs, pour suivre cette émission sur notre page Facebook. Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Kambago.